Hop là. Bonjour à toutes et tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur ma chaîne Barocco Lecture et Podcast. Peut-être êtes-vous en train de vous dire mais je ne comprends pas parce que dans sa vidéo sur son autre chaîne elle disait qu'elle voulait plus faire de book haul parce que ça incitait à la consommation et qu'elle comprenait pas ce genre de vidéo et que ça attirait des gens et que du coup elle voulait pas attirer des gens pour de la consommation. Mais alors pourquoi retrouvons-nous un book haul là tout de suite maintenant? Vous aurez raison de penser cela. Pour tout vous avouer en ce moment j'ai très envie de filmer, mais émotionnellement, psychologiquement, physiquement c'est très dur pour moi le déconfinement, donc je n'arrive pas forcément à lire énormément ou à proposer un contenu plus réfléchi et plus travaillé, mais j'ai envie de filmer, j'ai envie d'échanger avec vous, donc j'ai envie de vous montrer un petit peu, de vous partager ces achats là parce que en tout cas moi durant cette période de déconfinement qui n'est pas très reluisante, acheter des livres ça a été mon seul plaisir et ma petite bulle d'oxygène en me disant que même si actuellement je vivais un moment pas du tout facile pour moi, au moins j'avais ces petits mondes qui m'attendaient, ces petits verbes qui m'apaiseraient quoi. Et Anastasia a fait aussi il y a pas longtemps une vidéo sur les achats qu'elle avait effectués suite à cette période dès que ça avait pu rouvrir en fait, et j'ai trouvé que c'était intéressant en plus la façon dont elle expliquait pourquoi elle avait acheté tel ou tel ouvrage, tel ou tel auteur, autrice, et je me suis dit que ça pouvait peut-être à ma modeste échelle être intéressant aussi de vous parler des livres que j'ai achetés et pourquoi, pour un petit peu continuer à faire vivre aussi cette chaîne, pour continuer à échanger avec vous, parce que je sais qu'on a été nombreuses à soutenir financièrement nos libraires indépendants dans nos villes, et ça me semblait important, et ce qui me semble d'autant plus important c'est de dire que chacune a ses moyens, et que si vous n'avez pas les moyens financiers de soutenir les librairies parce que c'est difficile, parce qu'il faut faire des économies pour les mois qui vont arriver, parce que ça va être d'autant plus dur au vu de ce qui va nous tomber sur le coin du nez, faites attention, soyez raisonnable, soyez réfléchis. J'avoue ne pas avoir forcément été extrêmement raisonnable dans mes achats. Après je considère personnellement qu'un livre ce n'est jamais perdu, c'est de la culture, c'est des choses qui me serviront dans mon métier ou sur la chaîne. Je ne me suis pas non plus endettée pour ces achats, mais je tenais à vous dire qu'il ne fallait pas culpabiliser si jamais vous ne pouviez pas acheter, ne pas acheter des livres alors qu'à la place vous devez vous acheter à manger. Enfin je trouve que c'est important aussi de le dire et de pas ne montrer qu'une frénésie livresque, parce que ça peut être extrêmement culpabilisant quand on n'a pas de quoi s'acheter nous aussi des livres. Mais dans ce que je vous présente c'est aussi pour ça que j'ai eu envie de vous faire, parce qu'il y a des choses neuves, il y a des choses d'occasion que j'ai acheté chez mon bouquiniste, il y a des choses que j'ai aussi achetées sur Vinted, donc voilà, il y a plein de manières de trouver des livres. J'aurais pu aussi rajouter des livres que j'ai trouvés en boîte à livres, et je vais faire ça d'ailleurs. Donc petit imprévu, mais je voulais pas vous les montrer, mais je vais vous présenter aussi deux livres que j'ai trouvés là aujourd'hui dans une boîte à livres, parce que parce que c'est un moyen aussi gratuit d'avoir des livres. Alors la boîte à livres c'est aussi à condition que vous la faisiez vivre aussi, c'est-à-dire on ne se sert pas dans une boîte à livres sans jamais nous-mêmes revenir l'alimenter. Enfin moi je trouve que c'est un peu moyen. En boîte à livres j'ai pris le bal du comte d'Orgel de Raymond Radiguet. Raymond Radiguet c'est un auteur que je connais parce qu'il a écrit Le Diable au corps, que je n'ai pas encore lu, mais qui est un des romans préférés, si je ne dis pas de bêtises, de Two-Face Lizzie, qui m'avait énormément donné envie de le lire. Je l'ai en numérique, mais je n'ai toujours pas lu de Raymond Radiguet. Je vais vous... comme si je passais au surligneur les mots qui moi me sautent aux yeux et qui me font dire ce livre peut me plaire. Roman d'amour chaste, scabreux, cœur humain sont percés à jour avec une implacable lucidité. Voilà. Donc c'est très bien, voilà. Devoir, amour, ombre, sentiment, avoué, effroi, enfin voilà, c'est quelques mots comme ça, c'est une petite cueillette de mots qui fait que moi, ça m'a donné envie de lire et en plus de rencontrer cet auteur qui est Raymond Radiguet, que je n'ai jamais lu, même si je pense que peut-être il faudrait que je lise Le Diable au corps avant de lire celui-ci. Et j'ai aussi pris Les trois quarts du temps de Benoît Groul. Alors, je ne sais pas ce que c'est celui-là, je ne sais pas si c'est un roman, je ne sais pas si c'est une fiction, si c'est une non-fiction, je sais juste que Benoît Groul a écrit l'essai Ainsi soit-elle, qui est un essai féministe qui a été recommandé par Margot de la chaîne Margot Liseuse, par Digli également, et donc cette autrice est engagée dans le féminisme, donc c'est toujours intéressant à lire et à se renseigner sur ces penseuses et ces penseurs.
qui sont en adéquation avec nos propres idéaux. Donc c'est pour ça que j'ai pris ce roman, ce livre de Benoît de Groul. Oui, c'est ça aussi que je vous ai pas dit, c'est que tout ce que je vous montre, c'est des choses accumulées aussi sur quelques mois. Durant le confinement, j'ai fait 2 commandes sur leslibraires.fr et sur le site de ma librairie dans ma ville pour les soutenir financièrement une fois que, en avril, quand les commandes ont été réouvertes, pour continuer de les soutenir durant cette période. J'ai notamment commandé La Sève et le Givre de Léa Silol, que j'ai déjà lu entre temps, qui est ma plus belle lecture de 2020 pour l'instant. Madame Irma, durant le confinement, avait fait un bookshelf tour sur sa chaîne que je vous référence, et elle a parlé de Léa Silol, et allez savoir pourquoi. La manière dont elle l'a évoqué, la façon dont j'ai vu les livres dans sa bibliothèque, et ben ça m'a parlé, et d'un coup il y a une petite voix en moi qui ne m'appartient pas, qui m'a dit: il faut que tu le lises, ça va vraiment te plaire, ça va être important pour toi dans ton parcours de lectrice. Donc je suis faible face à cette petite voix-là, il faut le savoir. C'est le prix Merlin 2003, le prix Merlin dans les romans de genre, de SFFF, c'est un peu un équivalent de Goncourt, quoi, vous voyez, donc c'est quand même de la belle littérature, de la haute plume, de la plume exigeante avec ses auteurs et ses autrices, et vraiment à lire du Léa Silol, on comprend pourquoi. Je pense que je vais vous faire des petites cueillettes de mots pour les résumer, pour vous montrer ce qui moi me parle, et pour voir si ces mots vous donnent envie. Alors il y a le mot parc, roi, doit mourir, contre la belle peut contrecarrer la mort ou la précipiter, elle ignore son propre destin, funeste partie d'échecs. Le petit tankard, c'est La Sève et le Givre, c'est une chanson de geste, un long poème à la Chrétien de Troyes, une incursion sophistiquée en féerie. Je suis entièrement d'accord avec ce petit tankard, donc n'hésitez pas à vous procurer ce roman et à le lire, mais ça j'en parlerai dans mon prochain point lecture. J'ai terminé La Sève et le Givre de Léa Silol, j'étais tellement triste de ne pas avoir d'autres récits de Léa Silol, même si je sais qu'elle en a publié d'autres dans une autre maison d'édition qu'elle a elle-même fondée, si je ne dis pas de bêtises. J'avais envie de lire d'autres ouvrages publiés dans cette collection chez Point, donc dans leur collection Fantasy. Il y a un index à la fin du livre, et dans cet index, il y avait L'amante du pharaon de Naguib Mahfouz. Naguib Mahfouz, souvenez-vous, je l'avais lu l'année dernière avec Propos du soir et du matin, qui était un petit peu un abécédaire familial. J'avais apprécié ma lecture, mais sans plus, j'avais pas été transcendée par Naguib Mahfouz. Mais bon, tout le monde parle de Naguib Mahfouz, tout le monde l'a lu cette année, tout ça, et comme je ne fais rien comme tout le monde, je ne vais pas lire ce que tout le monde a lu tout de suite. Non, je vais d'abord lire son deuxième roman, qui est L'amante du pharaon. Naguib Mahfouz, c'est donc un auteur égyptien qui est prix Nobel de littérature, et c'est marqué aussi Une fabuleuse histoire aux airs de contes des mille et une nuits, c'est pas mal, et ensuite, petit encart, de citation, c'est « Ce qui peut arriver de plus grave dans la vie d'un homme est de poser ses yeux sur Rhodopis ». Et ben voilà, c'est parfait, c'est marqué aussi roman dépaysé, cercle des passions humaines. C'est le deuxième roman qu'il a écrit, Naguib Mahfouz, il a écrit tout du long du XXe siècle, donc a priori ce n'est pas représentatif de son écriture sur la fin de sa vie, bien sûr, comme c'est son deuxième roman, mais je pense que ça va être ma porte d'entrée, en tout cas ma vraie porte d'entrée pour découvrir cet auteur. On parle théâtre, j'ai acheté et j'ai commandé, mais ce n'est pas encore arrivé, des pièces et des essais, des écrits théoriques sur Sarah Kane pour le mois, un auteur, une autrice de... Ça fait rigolo, non, comme ça pour le mois, un auteur, une autrice qu'organise Nabolita. Le but, en fait, c'est durant le mois de juin de vous concentrer sur un auteur, une autrice que vous aimez, donc vous avez déjà lu 1 ou 2 ouvrages, et de lire davantage d'ouvrages sur cet auteur, cette autrice, de vous renseigner par exemple sur le mouvement littéraire auquel elle appartient, de regarder des adaptations en film par exemple, d'écouter des émissions de radio, enfin voilà, de passer un petit mois avec cet auteur ou cette autrice. Pour ma part, j'ai choisi Sarah Kane. Arrivera à la fin du mois de juin quelque chose autour de Sarah Kane en particulier, donc je vous en dis pas forcément beaucoup plus. C'est une autrice que j'ai déjà lue, que j'ai déjà étudiée, que j'ai déjà présentée en concours. C'est une dramaturge britannique de la fin du XXe siècle qui n'a écrit que 5 pièces et qui s'est suicidée à 28 ans. Les 2 pièces que j'avais en librairie à ma disposition, c'était Anéantis, sa première pièce, et Les Purifiés. J'ai une autre de ces pièces que j'ai déjà en bibliothèque, qui est L'amour de
de Phèdre et j'ai commandé donc Manque et 448 Psychose de Sarah Kane. Mais vous inquiétez pas, on parlera de Sarah Kane plus tard, là c'est pas le moment, c'est juste pour vous présenter un petit peu tout ça. Je vous dis pas à chaque fois ça c'est en librairie, ça c'est ça c'est dans telle librairie, tel bouquiniste, sur Vinted, tout ça. Enfin, j'ai pris Noces de sang de Federico Garcia Lorca. Chez Folio Théâtre. Noces de sang, c'est une pièce que j'ai vue ça va faire 2 ans au château de Grignan, qui était mise en scène par un intervenant que j'avais en formation au conservatoire. Je connaissais pas du tout cette histoire, cette pièce de Federico Garcia Lorca, et en règle générale tout ce qui est littérature hispanique, je connais pas trop. Comme j'ai fait italien, forcément je connais plus les auteurs et autrices italiennes, et encore, quoique pas énormément. Mais en tout cas, je ne connaissais pas Garcia Lorca, et quand j'ai vu Noces de sang, et quand j'ai vu cette mise en scène de Noces de sang, le texte m'a énormément parlé, et je ne l'avais pas en ma possession, et j'ai eu envie de lire cette pièce après 2 ans, voilà, au bout de 2 ans, parce qu'il m'est resté un souvenir très très fort de cette histoire. On est au matin d'un mariage. Un mariage va avoir lieu entre le fiancé et la fiancée. La mère du fiancé est très frileuse vis-à-vis de sa future épouse, parce que avant, elle a déjà été fiancée avec un autre homme qui aujourd'hui est marié et va devenir père. Lorsqu'on passe du point de vue de la fiancée qui est en train d'enfiler sa robe, son ancienne amant débarque comme ça dans sa chambre juste avant qu'elle se marie. Et c'est une tragédie, c'est un drame, Noces de sang, ben, tout est dans le titre, moi c'est une pièce que j'ai beaucoup aimée parce qu'on a toute une première partie qui est en prose, et à partir d'un certain moment ça devient beaucoup plus onirique, et c'est écrit en vers. Et on personnifie la lune par exemple, et c'est un monologue extraordinairement, qui est magnifique, et c'est pour ça en fait que j'avais envie d'avoir cette pièce avec moi pour pouvoir la relire un petit peu. De los cuatro mureros, mamita via que van al agua. C'était dans la mise en scène, Bon, je passe maintenant à La Reine morte de Henri de Monterland. Alors pourquoi cette pièce, pourquoi Henri de Monterland, qui est un auteur un petit peu touchy? C'est parce que Anastasia a dit que c'était un de ses livres favoris, et pourtant voilà, Amy n'aime pas trop le théâtre, n'aime pas du tout le théâtre, et donc moi je ne connais pas Henri de Monterland, je n'ai jamais lu ni ses romans ni ses pièces, et donc j'ai eu envie de découvrir ce récit, La Reine morte. Alors déjà le titre, moi, me plaît. Reine morte, voilà, dans mon imaginaire tout de suite je me dis ah ça va être bien, ça va être tragique, ça va être dramatique, va y avoir des personnages un petit peu passionnés, envolés, torturés, tragiques, c'est ma came. Allez, faisons-nous plaisir, interprétons ce petit résumé. L'infante. Je ne suis pas encore parvenue à comprendre comment on peut aimer un homme. Ceux que j'ai approchés, je les ai vus, presque tous, grossiers, et tous lâches. Lâcheté, c'est un mot qui m'évoque irrésistiblement les hommes. Inès, n'avez-vous donc jamais aimé, infante? L'infante, jamais, par la grâce de Dieu. Inès, mais sans doute avez-vous été aimée? L'infante, si un homme s'était donné le ridicule de m'aimer, j'y aurais prêté si peu d'attention que je n'en aurais nul souvenir. En dessous, petite citation de Maurice Maeterlinck, qui est un dramaturge que j'aime bien parce qu'il a écrit Péléas et Mélisandre. Avoir écrit La Reine morte, cela suffit à justifier une vie. Eh ben comme ça. J'ai aussi acheté ce recueil de 2 nouvelles de Marguerite Yourcenar. Je n'ai jamais lu de toute ma vie de Marguerite Yourcenar, et j'ai des échos un peu mitigés sur les mémoires d'Adrien, et donc je ne voulais pas découvrir Marguerite Yourcenar via les mémoires d'Adrien. C'est une autrice qui pose un petit peu problème vis-à-vis de sa place, de sa non-place en fait en tant que féministe. Ça a été la première femme à être admise à l'Académie française, mais c'était une femme qui ne se revendiquait pas femme. Et donc c'est un petit peu, voilà, donc je vais me renseigner un petit peu plus sur Marguerite Yourcenar. J'ai très envie en tout cas de lire L'œuvre au noir. Il y a Nabolita qui l'avait lu, je crois, il y a une petite année, qui avait adoré ce roman qui se passe, enfin voilà, c'est sur un alchimiste qui est aussi bisexuel, voilà, dans le temps, enfin dans la Renaissance en Europe.
donc c'est super intéressant pour moi. Je crois qu'elle a lu aussi ce recueil-là, mais qu'elle a pas trop aimé. La vie et la mort de Nathanaël dans la Hollande du XVIe siècle. Alors moi c'est pas forcément ce petit résumé là qui m'a fait dire ah j'ai très envie de lire ces nouvelles de Marguerite Yourcenar, mais le suivant en revanche, donc le résumé de Une belle matinée dit: le héros d'Une belle matinée est Lazare. Déjà Lazare, j'aime bien comme prénom. Le fils de Nathanaël, un enfant mêlé à une troupe de comédiens shakespeariens. Voilà, là c'était bon, c'était gagné. À travers les brochures du théâtre élisabétain, le petit Lazare vit d'avance toute vie. Tour à tour, filles et garçons, jeune homme et vieillard, enfants assassinés et brutes assassines, rois et mendiants, princes vêtus de noir et bouffons bariolés du prince. Moi j'adore dans les romans quand on nous parle de personnages qui font du théâtre. Forcément, j'adore quand dans des romans on nous parle de personnages qui jouent, qui interprètent, qui réfléchissent sur des textes. C'est ce que j'avais beaucoup aimé dans L'Homme de neige de George Sand, qui était au programme du club de lecture, qui était le premier livre au programme du club de lecture Barocco en décembre. Et donc en fait celui-ci je l'ai pris aussi parce que je compte peut-être faire un podcast sur ces romans qui abordent la thématique du théâtre et qui font une mise en abîme comme ça de la fiction. Donc dedans il y aurait celui-ci, il y aurait Fracasse de Théophile Gautier, il y aurait Les années d'apprentissage de Wilhelm Master de Goethe, que je n'ai encore jamais lu, désolée si je prononce pas très bien l'allemand. Et d'autres romans aussi peut-être plus contemporains à voir, et dont peut-être cette nouvelle de Yourcenar. Et si j'aime bien, je lirai l'œuvre noire. Puis si j'aime pas, je testerai quand même l'œuvre noire, parce que l'alchimiste, parce que le fait que ce soit un alchimiste bisexuel à la Renaissance, ça me parle bien. Sur Instagram, j'avais fait un sondage vous demandant quelles étaient les plus belles histoires d'amour dramatiques que vous recommandez, sachant que j'en avais déjà lu pas mal. Dans celles qui m'ont été recommandées et que je n'ai jamais lues et qui m'ont vraiment attirée, il y a le fameux Eugène Onegin de Pouchkine. La littérature russe et moi, c'est toute une histoire de fuis-moi, je te suis, suis-moi, je te fuis. J'ai fait du russe au lycée pendant 1 an. En réalité, je n'ai vraiment travaillé que 2 mois en russe, parce que c'était horrible. On était avec une prof biélorusse vieille qui adorait Staline. Vous voyez, c'était un petit peu compliqué. Et le russe, c'est pas facile d'accès, Moi en plus, je n'y arrive pas les langues à déclinaison. Alors là en plus, vous tapez tout un alphabet à apprendre qui, la manière dont vous écrivez l'alphabet, on va dire de manière en imprimerie, n'a rien à voir avec la façon dont vous l'écrivez à la main. C'est horrible, c'est très dur le russe, c'est très très dur. Mais bon, bref. Et donc je suis fascinée par la littérature russe, par la Russie, je pense comme beaucoup de Français et de Françaises, et comme beaucoup d'enfants étant nés dans les années 90 qui ont regardé Anastasia aussi. À chaque fois que j'ai essayé de m'y mettre, ça marchait pas. Je pense que j'avais pas non plus la maturité nécessaire pour vraiment l'apprécier, et j'avais encore ce traumatisme du russe, de mes cours de russe derrière. C'est un roman en vers, voilà. C'est pas véritablement un poème, c'est donc un roman en vers, c'est pas tout à fait pareil. Et donc c'est une histoire d'amour entre Eugène Onegin et Tatiana, et je sais que Johanna de Sans Fioriture a adoré ce texte, elle me l'a recommandé, celle qui je lui ai fait confiance pour la traduction. Il y a Madame Irma qui l'a lu aussi l'année dernière, qui l'avait adoré, il y en a Bolita aussi, enfin tout le monde là ces derniers temps, ces dernières années a lu Eugène Onegin et l'a adoré, donc bon je me dis moi aussi ça va me plaire. J'ai aussi pris Effie Briest de Théodore Fontane. Je suppose que je prononce très mal. Alors merci Sophie de m'avoir parlé de ce roman, puisque dans ce même sondage où je demandais quelles sont les histoires d'amour tragiques que vous recommandez, on m'a aussi recommandé Anna Karénine, que j'ai déjà lu il y a presque 10 ans et qu'il faudrait que je relise, parce que je ne sais toujours pas si j'ai adoré ou détesté Anna Karénine, donc il faudrait que je relise. Et donc Sophie m'a dit sur Instagram que il y a Madame Bovary, que Anna Karénine c'était un peu le Madame Bovary russe, et que en Allemagne ils avaient Effie Briest. Peut-être qu'on prononce Brist d'ailleurs. N'hésitez pas à me dire la prononciation exacte en commentaire, sachant que Madame Bovary est un de mes romans préférés, que Emma Bovary est certainement le personnage littéraire auquel je m'identifie le plus. Et forcément quand on me dit qu'il y a une autre Madame Bovary qui existe dans d'autres pays, je me dis ah mais il faut que je la découvre elle aussi. Et donc là dans le résumé on dit jeune femme adultère brisée par une société d'hommes, victime d'un monde soumis aux lois des conventions morales. Voilà, destin de cette femme, résignation, mélancolie, c'est parfait, c'est pour moi. Donc Sylvine Lunaez Reading,
voilà, il est là, hein, je l'ai acheté, il est dans ma main, c'est bon, tu peux ne plus m'envoyer de DM pour me dire achète-le. Je plaisante vraiment, je rigole. C'est une abonnée qui m'a partagé son avis sur ce roman et qui m'a dit je pense qu'il pourrait te plaire et te parler. Elle m'a dit et en plus je l'ai recommandé à Vincent Tassi qu'il a bien aimé, donc forcément elle avait des arguments. Voilà, elle m'en a parlé 2-3 fois, donc j'ai compris, j'ai saisi le message et en plus quand j'ai lu le résumé c'est pareil, j'ai des mots qui ont fait tilt en moi et qui m'ont fait dire il faut que je lise ce livre. Entre Lise et Louis, la rencontre produit des étincelles dignes des romans et des films que la jeune fille rétive au renoncement de l'âge adulte confond parfois avec la vie. Leur histoire, le premier amour, se déroule tel un conte. Mais comme dans un conte, elle est rapidement minée par la petite musique de l'enfance mal aimée, le refrain des rapprochements impossibles, des différences infranchissables. Et bientôt, la nuit des malédictions envahit le rose des rêveries romantiques. Avais-je besoin de plus? Non. J'ai aussi pris Hadès Palace de Francis Berthelot. Pourquoi ai-je pris Hadès Palace? Il faut savoir que durant le confinement, je l'ai commandé en version numérique. Donc je l'ai déjà. Parce que Johanna, qui est une copine Booktube qui aujourd'hui ne tient plus de chaîne Booktube, mais qui est autrice, on a beaucoup parlé écriture durant le confinement, on s'est beaucoup appelé, on a beaucoup parlé références, on a beaucoup parlé de choses à lire, enfin de titres qui nous parlaient et qu'on voulait recommander à l'autre. Et un des livres qu'elle m'a recommandé, c'est Hadès Palace de Francis Berthelot. Bon alors déjà, Hadès Palace, moi ça me parle comme titre. En me disant, en plus, c'est Estelle Faye qui me l'a recommandé, ça parle du théâtre, c'est glauque. Ensuite, Estelle Faye a fait une vidéo pour les Imaginales, enfin, que les Imaginales ont interrogé certains auteurs et certaines autrices pour leur demander, pour leur poser des questions sur les romans qu'ils recommandaient. Et elle a recommandé ce roman-là. Je n'ai même pas envie de lire précisément le résumé puisque elle dit que c'est l'un des plus beaux romans qui parle de l'univers, du monde du théâtre. Donc voilà, donc moi ça me suffit. Ça me suffit. Si c'est glauque, si c'est profond, si c'est une écriture exigeante en plus, si c'est un peu dérangeant, ben voilà, moi je signe tout de suite. J'ai pris Clara et la pénombre, qui est aussi recommandée par l'une d'entre vous, par José Carlos Somoza. Alors peut-être que c'est José Carlos Somoza. Alors désolée, je ne mets pas l'accent tonique certainement au bon endroit puisque je n'ai pas fait espagnol. Déjà la couverture, elle me plaît. Et il faut savoir que c'est la première fois de toute ma vie que j'achète un Babel noir. Et je me suis sentie adulte en achetant ce livre. Parce que c'est les livres qui regroupent les livres de thriller et les livres policiers. Et je ne lis pas ça, parce que je suis une flippette. Et donc j'ai peur d'avoir peur, donc je n'en achète pas. Et donc en achetant ce livre, je me suis dit d'un coup, je passe un cap dans ma vie de lectrice et dans ma vie d'adulte. Petite histoire qui n'a rien de fort intéressant, on est d'accord. L'une d'entre vous, je ne sais plus ton pseudo, je suis désolée, me l'a recommandé en me disant je pense que ça peut te plaire parce que c'est un rapport sur l'être humain et l'art, et donc ça me parle forcément un petit peu. Donc je vous lis le résumé de Clara et la pénombre. 2006. Dans ce futur dangereusement proche, la représentation des corps ne fait plus recette au sein du marché de l'art, qui cote désormais des toiles humaines. Signées par de grands maîtres, elles sont louées, vendues, manipulées, livrées à tous les regards, à tous les fantasmes. Là déjà je me dis, ah c'est pas mal, ça a l'air un peu glauque, un peu bizarre, cette réflexion entre l'art qui peut être sur la peau, tout ça, enfin qui peut être en soi humain, c'est super intéressant. Clara est modèle, elle rêve d'être peinte par le dieu de l'art hyper dramatique Bruno van Tich. Mais tandis que la jeune toile est apprêtée dans un pavillon isolé des abords d'Amsterdam, la fondation Van Tich est en émoi. Une œuvre de grande valeur a été dérobée et détruite par un mystérieux meurtrier qui officie suivant des rites affreusement artistiques. Ce que m'avait dit aussi cet abonné qui m'a donné envie de lire ce livre, c'est toute la réflexion entre si l'humain devient une œuvre d'art, à quel moment on commet un crime en détruisant une œuvre d'art ou est-ce qu'on commet un meurtre en tuant un humain. Vous voyez, il y a une réflexion comme ça qui peut être super intéressante, donc là qui va être développée sur près de 700 pages, en tout cas 650 pages, donc j'espère que la réflexion va être intéressante. Et j'ai vu aussi que cet auteur avait aussi écrit un roman où il parlait du théâtre, donc si j'apprécie Clara et la pénombre, je prendrai aussi son autre roman qui s'appelle L'Appât, je crois.
Et bien voilà, ça y est, c'est tout pour ce long book haul post-confinement. J'espère que tout va au mieux pour vous. N'hésitez pas à me partager quels sont les livres vers lesquels vous vous êtes penchés lorsque les librairies ont ouvertes, ou les livres que vous avez commandés, ou vos dernières belles lectures. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.